Je vais prendre quelques questions, les gars, avant de continuer. Mise à jour Pectra aujourd'hui, maybe, ouais, c'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. C'est quoi cette info du BTC illégal en Europe? C'est pas la première fois que je vois ça, mais dans le sens des acceptations européennes, ça semble impossible. Je vais en parler tout à l'heure, les gars. C'est le sujet du jour, je vous inquiétez pas, j'en parlerai. Si on considère ETH comme un méga ordinateur, le jeton sert pour les frais, mais la valeur du jeton est plus intéressante quand le prix est assez bas pour pouvoir l'utiliser. Ouais, ouais, c'est un peu ça le souci, c'est qu'en fait, si tu veux l'utiliser et que le prix augmente, ça devient vite inutilisable. Pour l'instant. Parce que c'est un peu les problématiques de scalabilité, etc. C'est un peu la même chose aussi sur BTC, hein, quand je vous rappelle quand même, hein, quand il y a eu les ordinals, les BRC20, on en a beaucoup parlé sur YouTube. Alors, c'était une hype qui est restée pas très longtemps. Il y a aussi la problématique des runes. Mais sur Bitcoin, c'était pareil, hein. Quand il y a eu des inscriptions et tout, les frais de gaz ils ont énormément augmenté. C'est toujours pareil. En fait, la taille des blocs n'est pas extensible. Alors avec Segwit, ils l'ont augmenté. On est passé de 1 mégabyte à 1,2 si je ne me trompe pas. Donc on a un peu augmenté la taille des blocs. Mais mine de rien, si demain il y a beaucoup plus de transactions et beaucoup plus de personnes qui rejoignent le réseau, les frais vont augmenter. À chaque cycle, c'est comme ça. Alors, il y en a beaucoup qui vont me dire ouais, mais regarde, maintenant il y a le Lightning Network et tout. Les derniers chiffres que j'avais montrés de Lightning Network en termes de capacité, c'est que dalle, hein. C'est que dalle, hein. Bitcoin, sur l'année, c'est plusieurs trillions de dollars d'échanges et de transferts. Le Lightning Network, les derniers chiffres que j'avais regardés sur 2024, c'était à peine 3,5 milliards de transferts sur l'année. C'est que dalle. C'est vraiment, ça représente rien du tout, quoi. Personne n'utilise le Lightning Network aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas utilisé après, hein. Mais pour l'instant, en fait, si vous utilisez BTC, c'est pour la réserve de valeur. En fait, vous en achetez, vous le stockez en hors ligne et puis c'est tout, hein. Vous ne l'utilisez pas. Pour moi, Bitcoin n'est pas fait non plus pour, n'a pas vocation à faire de la DeFi, n'a pas vocation à faire tout ça, hein. Les mecs commencent à créer des infrastructures sur BTC en se disant je vais faire de la DeFi et tout, alors que le langage en plus c'est du script, c'est pas fait pour ça. C'est pour ça que d'ailleurs Vitalik au début avait essayé de lancer Ether sur Bitcoin, mais en fait il s'est rendu compte que c'était pas fait pour ça, et c'est pour ça qu'il a lancé un écosystème à part. Parce que factuellement, ce n'était pas possible de le faire dessus. Parce que les infrastructures n'étaient pas faites pour ça. Et pour moi, Bitcoin n'a pas d'intérêt à faire la DeFi, du NFT, du machin. Alors les gens vont s'amuser à le proposer. On verra un peu ce que le marché libre va faire. Mais voilà, je trouve que c'est toujours essayer de cannibaliser en fait ce que fait peut-être mieux un autre écosystème, à l'autre se concentrer sur sa vraie valeur ajoutée, quoi. Il est tout autant improbable que l'Ether s'écroule et que ses concurrents prennent sa place. Bah, au final, c'est ce qu'on entend parler depuis sa création. Depuis sa création, on dit ah, l'Ether c'est de la merde. À chaque fois, il y a eu le lot de FUD et chaque cycle, il y a un lot. Mais comme BTC, hein, comme la crypto de manière générale, à chaque fois, il y a un nouveau lot de FUD. Et à chaque fois, bah, ça se finit pareil, c'est-à-dire que les concurrents, ils disparaissent et tombent dans les oubliettes. Et puis, l'Ether continue sa route. Alors, par contre, souvent, ce qui est mis en avant, c'est de se dire est-ce que l'actif qui va récupérer le plus de valeur, c'est l'utility token, donc en gros, par exemple, l'Ether, ou si c'est la finalité, c'est-à-dire l'application qui va être créée au-dessus. Par exemple, si je prends le cas d'Internet, il y a tout un tas de protocoles aujourd'hui, comme le TCP/IP, etc., qui fonctionnent et qui ont permis à Internet de fonctionner. Internet, ça a une valeur monstre. Aujourd'hui, la personne qui a créé le TCP/IP, etc., il a gagné combien d'argent, ce mec? Rien. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a récupéré le plus de valeur? Est-ce que c'est internet de manière générale, sachant qu'au final internet, ça veut tout et rien dire, ou est-ce que c'est les applications de base qui ont été créées finalement sur internet? En l'occurrence des entreprises comme Google, Amazon, Facebook, et cetera, et cetera. D'accord? C'est un peu les endpoints, vous pouvez regarder ça sur internet, c'est, le distinguo entre l'application et la couche sous-jacente. Est-ce que c'est la couche sous-jacente du coup qui va récupérer et qui va conserver un maximum de valeur, ou est-ce que c'est l'application qui, elle, va permettre de récupérer des utilisateurs, etc., etc. En l'occurrence, par exemple, Facebook, Amazon, etc., etc. Et en l'occurrence, par exemple, sur Ethereum, est-ce que c'est Ether, si demain l'Ether, ça se développe énormément, est-ce que c'est l'Ether qui va le prendre le plus de valeur, ou est-ce que ça pourrait être certains projets qui pourraient être lancés sur Ether, comme par exemple AV, comme bref,
MakerDAO, bref, ou plein d'autres projets qui pourraient se lancer dessus. C'est un vrai questionnement aussi. ETH a un gros potentiel à voir avec le futur. Exactement. Je pense que ça va être compliqué vu le nombre de projets EVM. C'est assez irremplaçable et quand on voit les failles de Solana, ça fait peur. Alors des failles, il y en a eu de partout, hein, d'accord, hein. Là, ils ont patché, en fait, ça fait pas mal de bruit sur Solana parce qu'ils ont patché un gros souci avant que ce soit utilisable et exploité. Mais je vais me faire un peu l'avocat du diable, hein. Sur BTC, ça a été pareil, hein. En 2010, il y a eu un hack, un rollback de chain. Il y a eu des milliards de BTC qui ont été mintés. Après, ils ont fait un rollback. Et entre 2017 et 2018, il y a eu une faille de sécurité où, pareil, on avait la possibilité de minter autant de BTC qu'on veut. Une faille de sécurité qui a été divulguée par un développeur de chez Bitcoin Cash, ça a été patché aussi. Donc, même sur BTC, il y a eu des soucis. D'accord. Alors, pas autant de soucis que sur Solana, on est d'accord. On ne parle pas du tout de la même chose. Mais des failles de sécurité, bah, en fait, on s'en rend compte une fois qu'il y en a eu. Mais évidemment, en fait, c'est toujours pareil. Posez-vous la question. Quelqu'un qui a des centaines de millions, voire des milliards de dollars, son argent, il va le parquer où? Il va le mettre sur Solana, il va le mettre sur BTC ou il va le mettre sur Ether? Posez-vous la question, hein. Qu'est-ce que font les gens qui ont beaucoup de pognon, quoi? Et la plupart des mecs, en fait, qui ont gagné beaucoup d'argent, même y compris ceux qui ont lancé des meme coins, par exemple sur Solana, hein, tu prends Trump, tu prends Melania, tu prends tous ces trucs-là, la plupart, ils ont pris des profits, ils ont transformé en Ether. Donc, ils ont bridgé des fonds de chez Solana pour aller les bridger directement sur Ether. Et ce qui est assez drôle, c'est de voir aussi euh, les projets qui sont pour moi net négatifs pour tout l'écosystème crypto, en l'occurrence les launchpads de Memecoin, comme par exemple PumpFun. PumpFun, qu'est-ce qu'ils ont fait, hein? Ils ont récupéré énormément de sol. Je ne sais plus comment ils en ont récupéré, mais c'est monstrueux. Ils ont cash out, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas réinvesti cet argent-là sur l'écosystème Solana, hein. Ils ont récupéré le pognon en stablecoin et ils en ont renvoyé aussi une partie en Ether. Voilà. Donc ça aussi, ça vous renseigne sur la dynamique de fond. Regardez ce que font les gros et pas forcément ce que font les petits, malheureusement. Oui, d'où le terme improbable. Rien n'est marqué dans le marbre. Concurrent peut prendre la place de n'importe qui en dehors de BTC. Ça paraît quand même impossible de remplacer Ethereum pour le moment. Bah, exactement. Après, il y en a beaucoup qui comparent Ether en disant ouais, mais regarde, Google, c'était le 40e, 45e moteur de recherche et c'est lui qui a gagné. Ether, c'est le premier et on parle du Lindy Effect, de la loi de Metcalfe, etc. et de l'avantage de se lancer le premier. Ça aussi, c'est un avantage énorme, surtout dans des dynamiques d'effet de réseau comme ce qu'on retrouve en crypto. Mais pour moi, de comparer en fait le fonctionnement d'une boîte classique avec ce qu'on retrouve en crypto, c'est un peu se tromper quand même, d'accord? C'est-à-dire qu'a priori, de se dire c'est parce que c'est le premier à avoir lancé le truc que ce sera forcément celui qui perdurera avec le temps, c'est pas une garantie non plus, d'accord? Euh, mais quand même, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, factuellement, hein, d'un point de vue technologique, d'un point de vue innovation, d'un point de vue, je sais pas, mise en place, nombre d'utilisateurs, TVL, adoption de manière générale, utilisation et tout. En fait, Ether est premier de partout. Ce que je montrais la dernière fois, les chiffres, regardez, ils parlent d'eux-mêmes, hein. Les RWA build de BlackRock, principalement, c'est sur Ether à plus de 90%. Les stablecoins, la grosse majorité, c'est sur Ether. La liquidité, la TVL, tout est sur Ether aujourd'hui. Donc ceux qui te disent aujourd'hui c'est pourri, ça sera remplacé, sur le court terme en tout cas, ça me paraît un peu compliqué les amis quand même, hein. Mais bon, à l'avenir, on verra. On verra. D'où l'intérêt aussi de ne pas être attaché émotionnellement à votre bague, hein. Moi, si demain, l'Ether pue du cul et il faut le changer, là, moi, je m'en fous, hein. Je ne suis pas marié avec Vitalik, hein. On est tous là pour faire de l'argent. Si demain, je sens que fondamentalement, ça ne tient pas la route, je ne serai plus exposé à l'Ether et ça me fera rien, hein. Je m'en contrefous, hein. Je suis là pour extraire une performance du marché, c'est tout, hein. Et je pense que beaucoup d'entre vous devraient voir le marché éventuellement de cette manière-là, parce que là, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup après qui sont attachés émotionnellement à leur projet et que quand fondamentalement ça change ou que leur thèse d'investissement n'est plus équivalente à celle que lorsqu'on s'est placé sur ce projet-là au départ, il y a un souci en fait. Si tu t'es placé sur l'Ether à un moment donné où oui, le marché, il était en faveur de l'Ether et tout, et que ça valait le coup, si demain vraiment et factuellement ça change, il faut que tu changes aussi, hein. Ça serait débile de s'accrocher juste parce qu'on se dit ah bah non, j'y crois, alors que tous les signes te font croire et te montrent que ça pue la merde, tu vois.
Et aujourd'hui, c'est clairement pas le cas, hein. Et je suis plutôt d'accord avec toi, tu vois? Il faudrait dire que l'Ether, c'est du pétrole digital, c'est ce qu'on entend, c'est oil et puis, oil pour Ether et gold pour BTC et je suis plutôt d'accord, mais du coup, tu vois, là, tu es plus dans la dynamique de vendre de l'espace de blocs et plus dans le truc, d'essayer de parler, ultrasound money et tout. Ça, pour moi, en fait, c'est plus destructeur qu'autre chose et des fois, ça en devient débile, en fait. Il y en a un qui dit: «Bah, moi, je ferais mieux que toi et tout», alors qu'ils répondent pas aux mêmes besoins. C'est pas du tout le même principe et le même process, en fait. Il y a des trucs qui étaient refaits que Bitcoin sera jamais capable de faire et vice versa. Eratum par rapport au 2048 Ether, c'est une limite haute, pas une limite basse. On peut toujours stake 32 Ethers, mais on peut augmenter jusqu'à 2048. OK. Moi, c'est pas ce que j'avais vu, mais OK, ça marche. Vous me confirmez les mecs, hein, que ça soit ça? Donc du coup, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'en fait, ça permettrait aux gros, de pouvoir staker en fait des plus grosses sommes d'argent et aux plus petits de quand même être présents. Après, du coup, ça veut dire qu'un plus petit validateur, c'est-à-dire que par exemple 32 Ethers, est-ce qu'il aurait les mêmes droits que celui qui en aurait 2048? Tu vois? Parce que la vraie question, elle est là, tu vois? Si demain, les mecs, ils ont, des gros, gros, gros validateurs et que c'est toujours principalement eux qui sont, sélectionnés, un peu comme le hash rate, ou l'industrie du minage sur BTC, c'est une question de probabilité, tu vois? Si tu as une ferme de minage avec des centaines de milliers, d'ASIC, tu auras beaucoup plus de chances d'être choisi, pour valider un bloc que le mec qui va être chez lui avec un pauvre ASIC, tu vois, dans sa cave, évidemment. Il y a des mecs qui ont réussi à valider des blocs, sur BTC, parce qu'ils avaient, un ASIC et puis ils ont une chance monumentale pour pouvoir le faire. Mais tu vois, je me pose la question si, justement ça sera un peu la même dynamique sur la partie validateur. Mais OK, je vérifierai quand même. Vous me confirmez les mecs, si c'est vraiment ça? Je vérifierai. Event très important aujourd'hui, discours de Powell, les whales accumulent exactement. On en parlera vendredi, hein, sur le discours de Powell et tout, parce que là aujourd'hui je me focalise sur, le sujet de ce live là. Mais vendredi, on en parlera avec Théo, parce qu'on aura les chiffres justement. La Fed va probablement pas bouger les taux, je suis d'accord. Pour moi, elle va pas bouger les taux. Là, je crois que le consensus était 96 que ça bougera pas les taux. Et moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Et ils ont pas d'intérêt à le bouger aujourd'hui, hein. Il y a pas d'intérêt à bouger les taux, aujourd'hui. Cartel européen, trotskisme 2.0, expérience de mind control total, totalitarisme, intervention de la bête dans tous les domaines de notre vie, voire l'histoire. J'en parlerai tout à l'heure. Vous allez voir que c'est quand même assez fou, hein, ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que les mecs, vraiment, rends compte qu'ils n'ont pas deux neurones qui se touchent. Les mecs, ils te pondent des lois et ils te disent c'est au BTC de changer, notamment par rapport au règlement RGPD et tout. Vous allez voir, moi, c'est des trucs, ça me rend fou. Donc, si des moments je commence à m'énerver pendant le live, vous étonnez pas, hein, c'est normal. Moi, déjà, tout ce qui est administratif, déjà, ça me gave, ça me gonfle. Il y a des trucs, je me dis, mais quand tu vois d'autres pays, comment eux ils fonctionnent, qui fonctionnent très bien, sans toute cette paperasse et cette bureaucratie, et en Europe, on adore ça, en France, on est des cadors de ce truc-là pour un truc qui est pas fonctionnel du tout, ça m'énerve. Et en plus, c'est des mecs qui sont payés avec nos sous. Alors ça m'énerve. Que les mecs, que les mecs fassent n'importe quoi avec leur pognon. Alors, au final, ça les regarde. Et ils font de la merde avec ton pognon pour te mettre des bâtons dans tes roues à toi. Et ça c'est quand même assez fou, quoi. Gaëtan, Ultrasound Money, c'est un narratif qui a été lancé par les fondateurs de l'Ether ou qui est venu d'ailleurs. Alors, je crois que Ultrasound Money, ça a été lancé par une partie de la communauté des Ether Maxi, comme ils aiment bien, se faire entendre, ou s'appeler. Je crois que c'est les Bankless Guys. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a Ryan et tout. Ils ont une chaîne YouTube Bankless là. Et eux, ils sont Ether Maxi à mort. Ils ont raconté énormément de merde. Ils ont lancé énormément de scams aussi. Ouais, je pourrais en parler pendant des heures. En soi, c'est pas des mauvais bougres, mais pareil, c'est toujours sur les mecs, ils vont mentir, ils vont te dire non, j'ai jamais fait ça. Ils ont une grosse partie de ce qui se passe aussi sur Lido. Je crois que d'ailleurs, ils ont
ils ont des grosses parts chez Lido, donc ils ont un intérêt à te dire va chez Lido et tout, alors qu'en fait, ça rajoute de la grosse, la grosse centralisation sur la supply. Et en fait, c'est eux qui ont lancé le narratif de l'Ultra Sound Money. Et je crois que d'ailleurs, le site Ultra Sound Money, c'est eux qui l'ont lancé. Donc, je ne serais pas étonné de voir que ça vienne de chez eux, quoi. Et voilà. Et voilà, tu t'énerves. Non, mais les gars, je vous le dis, hein, c'est un sujet, ça va m'énerver. Je vous le dis, c'est un sujet qui va m'énerver. Et je pense que pour vous, ça sera pareil. Donc, on va avancer. Allez, je vais repartager mon écran. Je vais repasser rapidement sur quelques news que je voulais vous présenter. Et ensuite, on va passer sur le sujet du jour.